Dépendance aux écrans, je vais surtout parler de la dépendance à la connexion. Parce qu'il y a des écrans qui sont connectés et des écrans qui ne sont pas connectés. Un écran de cinéma n'est pas connecté, un écran total comme sur le site n'est pas connecté. Et il y a un phénomène quand même qui est, on a tous connu bien sûr les Nintendo, on a connu les DS de nos enfants, hein, qui étaient des écrans portables sur lesquels les enfants jouaient. On sait déjà qu'il y avait des petits dégâts collatéraux quand cette exposition durait des heures, des dégâts collatéraux, et en même temps un phénomène quasiment miraculeux qui était que ces enfants foutaient une paix royale aux parents. C'était extraordinaire pour calmer un enfant, plus que les sucreries, plus que n'importe quoi. Il y avait cette fameuse DS qu'on donnait aux enfants. Je me rappelle d'un article de Mi-Libre, c'était il y a une dizaine d'années, un enfant qui avait été oublié dans sa voiture sur une aire d'autoroute. Les parents s'étaient arrêtés pour boire un café, etc. L'enfant n'a pas voulu descendre de la voiture parce qu'il était sur son jeu favori. Les parents étaient revenus, l'enfant faisait un tel silence, caché un peu sous une couverture, que les parents étaient partis et ce n'est que 150 km plus loin qu'ils auraient été rattrapés par des motards. L'enfant avait été oublié à l'aire d'autoroute. C'est-à-dire que déjà il y avait un phénomène qui était un petit peu inquiétant, mais sans trop. En tout cas, déjà on peut dire que l'exposition prolongée de l'enfant à l'écran non connecté, je parle des jeux vidéo non connectés, est responsable pour une part de troubles importants donc, chez l'enfant, souvent l'enfant d'âge scolaire pour le moment, parce qu'il y a des projets quand même qui ont pour but d'étendre l'extension des écrans dès la maternelle, pourquoi pas dès la maternité, et pourquoi pas une greffe dans le placenta, peut-être que ça fera un jour. En tout cas, ces enfants sont perturbés, sont excités par cette image, par ce jeu, qui au bout d'un moment devient une réalité, plus rien n'existe autour, et on le voit à la gestuelle de l'enfant très excité devant ces jeux, on voit la lumière blafarde sur son visage, et plus rien n'existe. Et c'est une des causes principales du fameux trouble de l'attention avec hyperactivité, pour lesquels la réponse actuelle est purement médicamenteuse, ce qui est une totale hérésie, puisque tout simplement c'est de l'angoisse, rien que de l'angoisse. Et l'écran a cette capacité de dissoudre totalement l'angoisse pour la faire se démultiplier lors de l'exposition. Alors on va passer les diapos. Je ne sais pas où sont les diapos. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un écran? D'abord, c'est un vieux français qui veut dire escran. L'escran, c'était une grille, une clôture, un paravent, qui désignait tout dispositif matériel destiné à se protéger du rayonnement du feu ou de la lumière. C'est-à-dire qu'on retrouve une connotation de protection qui existe encore de nos jours, puisque l'écran total protège contre les rayonnements solaires, mais il y a aussi des écrans qui protègent contre des agressions magnétiques, ionisantes, etc. C'est-à-dire que la fonction de l'écran est initialement une fonction de protection qui va condenser donc sur une surface restreinte, ce qui, in fine, isole le sujet d'une partie du monde extérieur. Et vous savez qu'on est fasciné par le feu de bois. Le feu de bois, quand on est dans un feu de bois, c'est extraordinaire, on ne regarde plus rien à côté. Tout comme on est fasciné par le vent dans les pins, tout comme on est fasciné par les vagues à la mer. Il y a quelque chose qui attire extrêmement l'attention et qui nous isole, d'ailleurs pour notre plus grand bien-être, du monde extérieur, tant que c'est nous qui choisissons bien sûr l'objet sur lequel nous nous concentrons. Donc cette surface protège, empêche de recevoir, mais aussi empêche de voir et d'être vu. Avec les glissements sémantiques successifs, favorisés par la découverte technologique, cette stricte fonction de protection va se doubler d'une fonction de projection. Diapo, voilà la protection, et puis il y a la protection. Il y a la protection, et ce film, certains d'entre vous connaissent l'image, c'est un des premiers films
des frères Louis Lumière, l'arrivée d'un train gare de la Ciotat. Ils n'avaient jamais vu de film. Ils étaient pas plus, il y avait à peu près le même nombre de personnes que vous dans la salle. Et ils ont vu cette locomotive qui arrivait, et il y a la moitié de la salle qui est partie dans un état de panique absolue, pensant que c'était réellement un train. Substitution d'une réalité virtuelle à la réalité objective. Donc l'écran va devenir un objet de projection, de l'image, de la photo, du cinéma, et puis, diapo suivante, il va devenir un objet de réception, hein, protection, projection, réception avec la télévision, et enfin, diapo suivante, de connexion. C'est-à-dire que la barrière tombe, la porte s'ouvre, l'exposition se substitue à la protection, et la disposition va se substituer avec le repli sur soi, la communication à l'isolement. L'objet qui sépare, qu'on appelle le diabolone, à celui qui unit, le symbole, l'ouverture à la fermeture. Alors bien sûr, ce sont des mots qui plaisent beaucoup aujourd'hui. Hein, l'ouverture sur quoi? Alors c'est l'ouverture sur le monde, l'abolition des frontières, etc. C'est même pas les violons, c'est très très joli. Mais c'est une ouverture sur le monde virtuel qui n'a plus rien à voir avec le monde réel, c'est-à-dire avec la réalité extérieure, pas plus qu'avec la réalité intérieure, celle qui nous habite depuis que nous sommes en vie, c'est-à-dire la réalité du sujet, son histoire, son imaginaire qu'on ne pourrait confondre jamais avec celui d'un autre. L'ouverture n'est qu'une illusion, telle une illusion d'optique, et l'escran retrouve sa fonction initiale d'isolement et de séparation. La télévision cajole et réchauffe, apaise, fascine, capte le regard et la sensorialité comme le feu de bois ou le vent dans les pins, comme le premier objet d'empreinte du nourrisson, quelle qu'en soit la nature ou le contenu, car le processus de fascination par l'écran n'est pas un processus psychique, c'est un processus purement sensoriel, purement perceptif, c'est exactement le même processus qui se produit dans le phénomène de l'empreinte, justement, chez le nouveau-né, perdu dans la forêt, dont la mère a disparu ou a été tuée. Et bien ce nouveau-né va essayer de se rapprocher de la première personne mobile à laquelle il va s'attacher. C'est le principe de l'attachement, c'est le principe de l'empreinte qui a été très bien décrit. Sous le masque du libérateur, parce qu'il y a eu donc l'écran qui protège, il y a eu l'écran sur lequel on projette, ensuite il y a eu l'écran qui nous permet de recevoir, et puis il y a Internet. Alors sous le masque du libérateur, parce que vous entendez toujours pareil parler d'Internet en termes emphatiques, en termes élogieux, il se passe autre chose, c'est-à-dire que le sujet connecté a l'illusion d'être maître de la situation. Alors que quelqu'un qui regarde la télévision, tout le monde a plus ou moins conscience d'être dépendant. Hein, on ne peut pas agir sur le speaker, on ne peut pas agir sur l'émission. Alors qu'avec Internet, le sujet a l'impression d'être maître du jeu. Et c'est ça qui va créer une dépendance terrible de l'écran Internet par rapport aux autres écrans. C'est l'illusion de toute puissance, c'est l'illusion de maîtrise, c'est l'illusion d'avoir accès à tout, sans aucune barrière, sans aucun interdit, et à terme, l'illusion d'agir sur finalement celui qui nous envoie le message. Or, celui qui nous envoie le message, il passe par derrière et il se met à diriger notre cerveau. Voilà ce qui se passe. Alors, je vais, bien sûr, il y a eu après, bien sûr, le stade du smartphone. Hein. Vous verrez qu'il y a eu plusieurs stades successifs là, depuis 10 ans bientôt. Le stade du smartphone, si vous voulez, là, c'est la liberté absolue. Vu qu'on n'est plus assujetti à une table, on n'est plus assujetti à un bureau, et on peut donc rester connecté toute la journée en ayant l'illusion d'avoir accès à tout. En fait, on est tenu en laisse, et je vais vous démontrer. On va passer donc diapo suivante. Diapo encore, il y a 2 ou 3 diapos comme ça, que vous connaissez tous, je ne vous apprends rien.
on va le laisser là-dessus. Mon activité de soins, de recherche et d'enseignement m'a confirmé depuis plus de 30 ans que les maladies, quelles qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, qu'elles soient comportementales, ne venaient pas comme ça, ne nous tombaient pas sur la tête et sur le corps par hasard. C'est-à-dire que nous avons une fragilité en nous, nous avons des gènes, nous avons une constitution, nous avons une histoire qui commence bien avant notre conception, vu que c'est l'histoire de nos parents. Nous avons un héritage génétique et nous avons des étapes que nous avons traversées tout au long de notre vie, des étapes développementales qui commencent très tôt. Et j'insisterai beaucoup sur la période post-natale qui n'est pas assez prise en considération et qui laisse des traces définitives. C'est-à-dire que c'est une espèce d'édifice qui s'est construit avec le terrain génétique, la constitution, les expériences très primitives dans les premiers mois de la vie, qui ensuite s'est façonné avec le développement, bien sûr avec les interactions avec les parents, avec les traumatismes existentiels. Et cette espèce d'édifice construit est porteur de failles, comme tout édifice qui est porteur de fragilité. Et ce qui va déclencher la maladie, quelle qu'elle soit, mentale, comportementale, somatique, eh bien ce sont les traumatismes existentiels. Traumatisme existentiel, ça doit être dit au sens large. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Ce sont les nécessités adaptatives devant des situations qui nous déstabilisent. Ça peut être des situations de contrainte, des situations de conflit, des situations de perte d'objets d'amour, de deuil. Ça peut être aussi des situations de menace ou d'attente. Lorsque on pratique la psychosomatique, on est littéralement impressionné lorsqu'on se donne le temps de poser la question depuis quand à nos patients. Depuis quand vous avez cette rectocolite? Depuis quand vous avez cette dépression, etc. Puis on attend un peu, on ne va pas se précipiter en avançant la causalité comme ça, et on va découvrir un quart d'heure après, demi-heure après, que finalement cette dépression a débuté dans les suites d'un divorce et dans le licenciement, que cette rectocolite a débuté dans les suites d'une trahison, d'une perte d'argent ou d'un décès. C'est systématique. Et ça, c'est assez méconnu, ce n'est pas enseigné par la faculté. Et les 500 personnes que j'ai formées au sein de l'école de médecine psychosomatique, qui sont médecins, psychologues, infirmiers, etc., appliquent tous cette méthode, poser la question depuis quand. Et chaque fois, on retrouve des traumatismes existentiels. Inversement, il y a certaines maladies qui guérissent sous l'effet d'événements trophiques. Une mutation, un voyage, un mariage, une relation d'amour, etc., etc. Depuis plus de 25 ans, j'ai même commencé quand j'étais généraliste, c'est presque devenu un tic chez moi. Depuis quand, et je note. Je vois effectivement que cette dépression est apparue dans ce contexte. Et à partir de 2009, je notais toujours des événements traumatiques comme ça, et puis je me retrouvais devant des gens, notamment par exemple des dépressifs, et je ne trouvais pas de réponse à ce depuis quand. À partir de 2009, 2008-2009, j'étais très ennuyé et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Ce type, il fait une dépression, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis je me suis risqué à demander à cette personne, assez désespéré de voir que j'avais rien pour nourrir ma progression, je me suis risqué à leur dire, décrivez-moi votre journée, qu'est-ce que vous faites dans votre journée? Et là, dès 2009, j'ai vu qu'il y avait beaucoup certains de ces sujets en tout cas, qui passaient un temps conséquent, plusieurs heures, sur Internet, à partir de 2009. Je me suis rendu compte à partir de 2009, c'était antérieur. Mais ça avait quand même un phénomène une espèce de tsunami en 2009, qui très certainement est venu de la généralisation de la DSL. Et là, je me suis dit, bon, il y a un truc. Deuxième patient, pareil. Troisième patient, pareil. 10e patient. Je retrouve toujours, alors c'est des phénomènes un peu particuliers, des dépressions, dans lesquelles je n'avais plus envie de rien. Je me désintéressais de tout.
il trouvait ni du plaisir, ni du désagrément à faire ses activités, qu'il avait d'ailleurs complètement abandonnées, et son nouveau plaisir, c'était, sa nouvelle vie, c'était la connexion. Je me suis dit, la petite peut-être du truc. Il y a peut-être quelque chose qui est à l'origine de ces espèces d'états. Mais je me suis dit, t'emballe pas trop, il va falloir quand même, cette intuition, il va falloir essayer quand même de la confirmer à partir d'une étude. Et je vais vous présenter cette étude. Diapo. Est-ce que vous y voyez au fond? Vous n'allez pas beaucoup y voir. Bon, je vous le dis, c'est une étude qui va apparaître dans un livre à l'automne de l'édition de Sorens, qui a été faite et qui a été terminée en octobre 2016. Donc, qui a été faite à partir de 132 observations de patients. Depuis, j'en ai sorti une trentaine de plus, donc on est à peu près à 160 observations. J'ai essayé autant que se peut de ne pas me laisser guider par mon intuition, parce que quand on veut prouver quelque chose et qu'on fait une étude, on se démerde toujours pour y arriver. Donc j'ai essayé de travailler comme un moine copiste, etc. Et à me mettre en cause au maximum. Diapo. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? Je vous ai parlé de l'anamnèse associative. L'anamnèse associative, c'est ce fameux depuis quand. Depuis quand vous avez des migraines, depuis quand vous êtes déprimé, depuis quand vous ne dormez pas. On trouvait toujours des cofacteurs existentiels qui venaient déstabiliser la fragilité du sujet, qui dépassaient ses capacités adaptatives. Et à partir de 2009, effectivement, on voit des gens où il n'y a pas de depuis quand. Ils disent gros Chopin, ça fait 2-3 ans, etc. Mais l'outil Internet en 2009 commençait à être très connu et n'éveillait jamais une seule fois les soupçons qu'il puisse être toxique. Jamais. Au contraire, c'était une grande avancée, hein, un peu comme toutes les découvertes, on se disait, mais ça ne peut apporter que du bien. Hein, ça ne peut être qu'extraordinaire, ça va nous soulager de tas de tâches. Puis vous vous rendez compte, tous les gens du monde entier qui vont dialoguer entre eux, c'est extra. C'est merveilleux, le mythe du lubrifiant social, qui est un terme un petit peu dégoulinant. Hein. L'investigation de l'emploi du temps, donc, j'ai noté scrupuleusement le temps passé sur les écrans. Et déjà, je me suis risqué, au bout de, j'ai attendu un ou 2 ans, en 2009, pour dire au sujet, mais écoutez, je trouve que quand même, cette immersion, vous avez abandonné tout, vous avez abandonné, vous n'êtes plus en contact avec votre famille, vous ne parlez plus, vous avez arrêté le sport, vous avez arrêté la musique, etc., etc. J'ai pointé comme ça, un peu au hasard, je me suis dit, il y a un problème avec cette immersion-là. Et bien sûr, les gens ont ouvert les yeux comme des billes, ne me croyaient absolument pas, etc. Et après, j'ai fini par ne plus le dire. Et c'est là que je me suis lancé dans cette étude. Diapo. 3 vagues, automne 2009, la clinique change. C'est-à-dire que les dépressions qu'on voyait avant, qui étaient des dépressions dans lesquelles les gens pleuraient, dans lesquelles les gens s'effondraient, dans lesquelles les gens souffraient, eh bien, ce ne sont plus les mêmes dépressions. Ce sont des dépressions qui sont complètement neutres, c'est-à-dire plus envie de rien, aucun plaisir à faire certaines choses, absence totale de motivation, absence de projection dans l'avenir, ni souffrance, ni peine, trouble de la concentration, trouble de la mémoire, une espèce de... Il y a toute souffrance psychique, c'est pas le psychisme qui est en souffrance, c'est le psychisme qui est éteint. Une extinction du fonctionnement psychique. Deuxième vague, automne 2012, alors là, pratiquement, ça a été, jusqu'en 2009, on en voyait un par jour. À partir de 2012, ça a été 3-4 patients par jour qui présentaient cette pathologie, mais ce n'est pas la seule. Et à partir de 2015, alors là, c'est carrément une explosion, c'est-à-dire que maintenant notre activité est régulée complètement par la dépendance, justement, par les pathologies liées à la dépendance à Internet. Et c'est très ennuyeux, on s'emmerde un petit peu. On ne va pas chercher dans les conflits intrapsychiques, on est loin de l'Oedipe, on est loin de la castration, on est loin des formations qui sont passionnantes en psychiatrie. On est là, on est comme une espèce de garde-chiourme, de bistroquet qui dit écoute, là tu as assez bu, maintenant on va sortir, on va mettre de la cire sur la table et tout le monde va rentrer. Donc c'est pas très excitant, mais on est obligé d'en tenir compte.
c'est pas la peine de faire un travail psychologique avec quelqu'un. Je donne souvent la métaphore de la psychothérapie. C'est un travail sur le logiciel psychique, la psychothérapie. Mais si le disque dur, qui est le cerveau, est complètement éteint, on ne peut pas faire de psychothérapie. Donc d'abord, il faut bien donner le disque dur. Et je me suis dit, ça passera obligatoirement par une action à ce niveau-là. Et vous voyez que là, j'ai ajouté en dessous automne 2018. Pourquoi? Parce que l'étude, je l'ai faite en octobre 2016. Et depuis, j'ai constaté effectivement une nouvelle vague qui, elle, est liée à la multiplication de l'immersion au smartphone. Donc, c'est plus tellement maintenant les écrans qui poussent la peau. Les observations, je vous laisse passer, vous voyez une croissance entre 2005 et 2016 de la peau. Le début de la dépendance qui se superpose, bien sûr, aux constatations. Encore, la peau. Vous voyez, les deux courbes sont parallèles. Début de la dépendance et date des observations. Diapo. Quelles sont les manifestations cliniques? J'ai repéré 220 symptômes, 180 induits par l'outil Internet, quel que soit le but recherché. Quel que soit le but recherché. Que ce soit Facebook, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit l'addiction à l'information, que ce soit la pornographie, que ce soit la quête de renseignements, tout, si vous voulez, c'est l'outil qui pose problème. Et ça, si vous voulez, c'était une révélation. Tout le monde sait, plus ou moins, que les trois favoris, sites pornographiques, jeux en réseau et réseaux sociaux sont potentiellement, on commence à s'en rendre compte, on commence à l'accepter, sont potentiellement extrêmement addictogènes, extrêmement chronophages et extrêmement toxiques pour le fonctionnement psychique. Mais dire que c'est l'outil Internet qui est toxique, ça personne ne peut l'avaler. Or, vous allez voir que c'est l'outil parce que j'ai bien fait la différence entre les gens qui ont une addiction à un site particulier, là c'est facile à comprendre, ça devient pour une obsession, de l'utilisation d'Internet, de l'outil. Et j'ai fait la différence, d'autant plus que dans le milieu professionnel, eh bien, Internet est omniprésent et j'ai vu des dégâts très impressionnants constatés uniquement par l'exposition à Internet dans le cadre de la profession, plus particulièrement chez les secrétaires qui reçoivent 200 mails le matin et qui se sentent obligés de répondre à tout et de zapper en permanence. Alors que chez elles ne sont pas spécialement sur Internet. Donc cette idée que c'est l'outil qui peut être toxique indépendamment des favoris, les fameux favoris, eh bien c'était une idée qui a germé et j'ai essayé de prouver un peu de la confirmer. Le temps d'exposition. 7 heures d'exposition à Internet, vie privée et professionnelle confondue. Ce qui quand même vous montre qu'on est vite à ce seuil-là, surtout dans certaines entreprises. 7 heures d'immersion, de connexion à Internet donnent des manifestations cliniques évidentes. On voit ça d'emblée dès qu'on voit le patient. C'est un fonctionnement psychique qui est devenu déjà profondément altéré. Il y a des manifestations cliniques qui débutent, là c'est variable de sujet à l'autre, au bout de 3, 4, 5, 6 heures, etc. Mais elles sont, pour les repérer, en tout cas, le sujet, a priori, ne semble pas en souffrir. Mais au bout de 7 heures d'exposition, c'est évident. Diapo? Alors, ça, bien sûr, vous ne les voyez pas. Ça, c'est l'ensemble donc des désordres induits par Internet, je vous l'ai dit. Manifestations dépressives, manifestations psychotiques qui sont rares, arrêt des activités investies, isolement relationnel, comportement pathologique, troubles cognitifs, troubles du sommeil, altération de la fonction onirique, manifestations anxieuses, dont somatiques. Je vais revenir sur tous ces secteurs. Diapo. Altération des fonctions cognitives, c'est-à-dire les fonctions intellectuelles de base. Sur 21 observations,
on repère qu'elles apparaissent à partir de 5 heures d'exposition, vie professionnelle et personnelle confondues. D'accord ? Alors, quelles sont-elles? Troubles de l'attention et de la concentration. C'est systématique. C'est systématique. Alors, bien sûr, c'est difficile à évaluer parce qu'il n'y a pas un moment précis où les troubles de l'attention et de la concentration sont apparus. Les gens viennent vous consulter, vous repérez, ils allèguent eux-mêmes des troubles de l'attention et de la concentration. Et quand on leur demande depuis quand, ils vous disent, oh, je ne sais pas, depuis 3-4 ans, etc. Et vous vous rendez compte, par exemple, que c'est depuis qu'ils sont dans l'immersion. Certains ont des maux de tête, un état de torpeur. Ça peut aller jusqu'à des troubles de l'expression verbale, des troubles de la compréhension très fréquents. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur immersion, dans la connexion, pendant 1, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et puis à la pause, par exemple, au boulot, il y a des gens qui viennent leur parler, et ils ont du mal à intégrer ce qu'il aurait dit. Un état de confusion, de dispersion, et aussi beaucoup de troubles de la mémoire. D'accord ? L'attention est systématiquement dispersée par l'outil, quel que soit le site. Pourquoi? Parce qu'il y a des hyperliens, parce qu'il y a des bruits, parce qu'il y a des machines qui s'affichent, parce que le sujet ne revient pas en arrière, parce qu'il a accès à trop de choses en même temps, parce que ça clignote, parce qu'on le renvoie à la page suivante. Et il est prouvé, d'ailleurs, il y a des études en psychologie cognitive qui ont été faites en laboratoire, qui prouvent que, par exemple, dans la lecture de texte sur Internet, une lecture en F, c'est-à-dire que le sujet lit les 2 premières lignes jusqu'au bout, ensuite plus il descend dans la page, plus moins il va au bout de la ligne, et à la fin, il n'est presque plus. Les troubles de la concentration, quand vous êtes exposé, c'est sans arrêt, ce sont des sollicitations permanentes. Donc c'est obligatoirement, il y a des troubles de la concentration, puisque la concentration nécessite de se focaliser sur un certain objet. La mémorisation nécessite de revenir plusieurs fois sur cette chose-là, nécessite de faire une pause après ça, d'aller se balader, et la mémoire continue à travailler pendant ce moment-là. Alors que là, c'est une sollicitation incessante. C'est du zapping, du survol, et une espèce d'attraction perceptive. Et ce type de fonctionnement va porter entrave, bien sûr, à nos capacités associatives. Quand vous lisez un livre, je me promenais dans telle forêt où il y avait des conifères, des épicéas, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, vous voyez les conifères, les épicéas que vous avez vus lors de vos dernières vacances d'été. Là, ça n'apparaît pas, parce que l'association préconsciente entre ce que vous lisez et les fragments de mémoire que vous avez n'a pas le temps de se faire. Vous êtes tout de suite sollicité par autre chose. Et ça, vous allez voir que ça va avoir une conséquence assez importante. Cette diapo, vous voyez la lecture, donc lecture en diagonale en F, une lecture qui est active, qui est distraite. Les hyperliens, alors déjà, moi je ne supportais pas, quand je lisais des bouquins, d'avoir les notes en bas de page. Les notes en bas de page, je vous disperse complètement. Alors là, les hyperliens, on est foutu. On ne sait même pas pourquoi ce qu'on est allé voir au début. On est tout de suite, on saute d'hyperlien à hyperlien. Ce sont en plus des associations, je parlais des associations préconscientes entre ce que nous lisons et notre imaginaire. Là, ces associations préconscientes, c'est la machine qui l'a fait. C'est-à-dire que l'association avec l'hyperlien vous dit, tiens, tel auteur, allez cliquer sur tel auteur et vous verrez sa biographie. C'est plus nous qui la faisons. On est capté par des détails, il y a l'afflux de stimuli, ça vous le savez, et ceci a été prouvé depuis de bonnes dizaines d'années, que ce n'est pas les mêmes structures cérébrales qui sont stimulées lors de la lecture et lors de la lecture d'un texte sur Internet. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a justement du fait de cette déconnexion avec le préconscient qui est le lieu de nos souvenirs, de notre imaginaire, de nos associations d'idées. Diapo.
Trouble de la mémoire, bien sûr, la mémoire nécessite de la concentration, donc on comprendra bien que la mémoire, l'encodage de la mémoire ne peut être que altéré du fait qu'il y a des troubles de l'attention et de la concentration. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous apprenez un texte, hein, ou vous assistez à un cours, vous apprenez une leçon, il faut penser qu'il y a cette leçon. Il faut se l'approprier un peu comme si on la recréait soi-même. Quand les étudiants viennent me voir pour des oraux, je leur dis souvent, mais enlevez-vous de la tête que c'est un examinateur qui vous pose des questions. Dites-vous que c'est un élève à qui vous êtes en train d'apprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a cette nécessité d'intégrer ce qu'on veut apprendre, de le maîtriser, de se le refaire sien. Un cours, on doit se le refaire sien avec ses propres représentations, ses propres associations, et là, ça s'encode. Et puis après ce temps de travail, 1 heure, 2 heures, eh bien, il faut aller se balader et il faut rêvasser. Et c'est pendant ce deuxième temps que la mémoire va encoder ce que vous avez déjà appris. Eh bien sûr que sur l'outil Internet, ça n'existe pas. Vu qu'il y a le surf, et que ça passe sans arrêt d'un saut à l'autre, ça joue à saut-mouton. Et puis, en ce qui concerne la restitution de la mémoire, eh bien, vous êtes tous témoins, à mon repas de famille ou ailleurs, comment s'appelait ce chanteur-là à l'époque, etc., qui chantait tel ou tel morceau. Alors là, tous les cerveaux autour de la table travaillent, et maintenant, non, attends, je vais te le dire. Hein? Et là, il y a un silence qui se crée. Les gens ne parlent plus, on attend le résultat. Le cerveau tous les cerveaux se mettent en mode à ce moment-là, une fonction. Et le résultat va vous être donné, mais il n'y aura pas eu cet effort de recrutement de la mémoire qui est indispensable. Diapo. Jean-Louis allègue des troubles de la concentration, une dispersion de l'attention, il n'arrive plus à travailler, il part dans tous les sens, il ne lit plus, du fait de son activité de chef d'entreprise, il est devant un écran 10 heures par jour, dont 6 heures sur Internet. L'habituation à l'outil étant le champ de la dépendance, en dehors du travail, tout est prétexte pour aller sur Internet. C'est-à-dire que ce type de fonctionnement va stimuler une partie du cerveau qui aura besoin, même après arrêt de l'exposition, d'être restimulé de la même manière. C'est le principe de l'addiction. Renaud, 30 ans, ça cultive mon impatience, ça me met sous pression, j'ai du mal à me concentrer, un besoin croissant d'aller au plus vite. Quand je me couche, les images viennent de tous les côtés. Alors ça, c'est une autre caractéristique, ça aussi. J'ai l'impression que la tête est en ébullition. Lorsque je me reconnecte, les angoisses disparaissent. Lorsque j'arrête, elles reviennent. Je vous parlerai tout à l'heure de l'effet anxiolytique d'Internet qui est immédiat. Ça va plus vite que le cannabis, ça va plus vite que l'alcool, ça va plus vite que l'exomile. Dès la connexion, les angoisses s'arrêtent. D'accord ? L'apprentissage, bien sûr, on comprendra qu'il est compromis, déficit de concentration, altération de la mémoire, absence d'association préconsciente, ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que pratiquement aucun psychiatre, et surtout les plus autorisés, n'évoque cette notion d'association préconsciente. La surcharge d'informations, l'absence d'effort, bien sûr, l'absence d'effort, hein, quand vous voulez consulter quelque chose, on peut m'accuser d'être passéiste, hein, mais je le suis pour une part, si les choses du passé sont bonnes. Si elles sont mauvaises, je ne le suis pas. L'absence d'effort, tel truc, me pose question. Je vais avoir des renseignements là-dessus, et je vais aller à la bibliothèque ou chercher un bouquin, etc., etc. Pendant tout le trajet, je continue à penser à ça. Il y avait un travail d'élaboration qui se passait. Je cherchais le truc, c'était pénible, des fois il fallait faire la queue pour trouver le bouquin, etc. Bon. Internet est indéniablement une avancée. Je ne veux pas nier ça. Ça nous permet d'avoir une réponse sur tel auteur, connaître sa biographie, etc., etc. À condition, une fois qu'on a vu Wikipédia, d'éteindre Internet, ce qui est assez rare, parce que ça continue, et on finit par oublier complètement qu'on était en train de chercher les noms de l'auteur. Diapo. Bénaël, 12 ans, est un échec scolaire majeur. Le collège a adressé un pédopsychiatre qui a prescrit 45 d'agonie.
remboursés par la sécurité sociale. En fait, l'ergothérapie consistera à manipuler l'ordinateur à la perfection. Guérin ne sait toujours pas tracer un A ou un Z, il est incapable d'écrire une phrase jusqu'au bout sans oublier les mots. Par contre, il va bientôt savoir taper au bon endroit sur un clavier. Il a déjà utilisé son ordinateur scolaire pour faire un conseil général pour aller sur les sites porno et les jeux vidéo. D'accord ? La démentalisation. Alors, tout ce que je viens de vous dire là, sur les troubles cognitifs, c'est reconnu par certains cabinets de neuropsychologues. Ces cabinets de neuropsychologues, on évite soigneusement de les inviter dans les congrès. C'est simple, on sait pourquoi. Parce qu'à la pause, il y a le café, et puis, ou plutôt donc, si vous voulez, les dominants et ceux qui vivent ça, n'ont pas envie, bien sûr, d'avoir des empêcheurs de connecter en rond, donc je fais partie. Il faut que ça continue. Et toutes les notions de tout ce dont je viens de vous parler est reconnu et a été prouvé de manière en neuropsychologie cognitive. Par contre, cette notion de démentalisation, ça vous la verrez nulle part. Pourquoi ? Parce que c'est une notion qui est issue du corpus de la psychosomatique. Qu'est-ce que c'est que la mentalisation ? La mentalisation, si vous voulez, c'est la capacité que nous avons, à partir de nos images intérieures, de les associer entre elles, à partir de nos images extérieures, de les relier à nos images intérieures. Je vois par exemple cette horloge, elle m'évoque une horloge qu'il y avait chez mon dentiste, qui était à l'envers. Et puis tiens, je l'ai associé au fait que ça m'a mis... J'avais très peur d'aller chez ce dentiste, j'avais peur, le voyage, c'est ça, c'est le voyage psychique, c'est la capacité associative, c'est la rêverie, c'est l'imaginaire, c'est le voyage psychique. Et toutes ces représentations qui se sont accumulées tout au long de notre vie font la richesse de ce qu'on appelle le préconscient. C'est notre bagage psychique, elle s'articule entre elles, elle se lie entre elles, elle crée des associations, elle crée des fantasmes, elle crée un imaginaire personnel et elle se lie aussi à des sentiments. C'est-à-dire que dans toutes ces images, il y a des sentiments agréables et désagréables qui s'y associent. Eh bien, la démentalisation, c'est quoi ? Eh bien, c'est la disparition, si vous voulez, de ces associations préconscientes. C'est la disparition de nos représentations qui sont issues de notre histoire. Et tout ceci, et c'est la disparition des sentiments aussi, l'assèchement des sentiments, et tout ceci pour être complètement, si vous voulez, assujetti aux perceptions extérieures. Je vous disais, cette montre me rappelle une montre que j'ai vue ailleurs, c'était celle de mon dentiste qui était d'ailleurs à l'envers. C'est un mauvais souvenir, cette histoire de dentiste, j'avais une phobie qui datait de l'enfance, qui s'était remise en place, etc. Et en parlant de ça, je pense aux phobies, à la manière dont elles sont traitées à l'heure actuelle. Et je me dis qu'il y a peut-être des indications, parfois, de techniques comme l'hypnose dans les phobies. Vous êtes en train de me dire, il commence à dérailler, il n'est pas là, non, je ne suis pas là, je suis dans mon voyage psychique. Je pense aux gens que j'aime, aux gens que j'ai aimés, etc. Et tout s'associe, cette salle, son odeur, s'associe, bien sûr, à des souvenirs personnels. Chez le sujet qui est en état de démentalisation, cette montre, c'est une montre qui donne leur point bas. Et il va vérifier si elle est bien à l'heure, il dira non, elle n'est pas à l'heure. Mais si vous voulez la forme de la montre, tout ça n'évoquera rien. C'est-à-dire que c'est quoi le sujet démentalisé? C'est un sujet qui fonctionne de manière binaire, comme un ordinateur, avec des zéros et des 1. Et notre société crée maintenant ce type de fonctionnement psychique, qui est un fonctionnement binaire. Et c'est la raison pour laquelle les dépressions, il n'y a plus de souffrance psychique, c'est neutre. Il n'y a rien. Il n'y a pas du bien-être, il n'y a pas du mal-être, il n'y a pas de la souffrance, il n'y a pas de la joie, etc. Et notre société, bien sûr, nous démentalise, avec ses valeurs de maîtrise absolue, avec son apologie de l'émotion, qui est un phénomène corporel, au détriment des sentiments. On n'est plus au XIXe siècle. Au XIXe siècle, quelqu'un qui avait des sentiments, le héros romantique, il faisait tomber toutes les femmes, il pleurait, il suffit que les femmes accouraient. Mais là, si un type s'amuse à pleurer sur la place publique, je ne pense pas que les femmes le courent. Hein.
Donc cet état de démentalisation a plusieurs causes. D'abord les traumatismes, ça peut être aussi une espèce de lutte constante qui nous oblige toujours à vouloir nous battre pour gagner. Pour gagner, maîtriser, assurer les grandes valeurs de la société contemporaine, quoi qu'il puisse nous en coûter, quoi qu'il puisse en coûter aux autres, et bien tout ceci démentalise complètement. Et il y a des outils qui démentalisent, mais d'abord les moteurs démentalisent, et puis un cadre. Voilà les grands outils qui démentalisent la peau. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, la pensée n'est plus la même, c'est une pensée binaire, non approfondie, diapo, et là il y a une grande confusion des psys. De ces mêmes psys, 4, qui ont créé un ouvrage collectif en janvier 2012 qui s'appelle L'enfant et l'écran, et qui fait office de référence pour tout le monde, pour les enseignants, pour l'éducation nationale officielle, pour les politiques, pour les décideurs, pour les vendeurs, pour les éducateurs, pour tout le monde. Ce document, je l'ai regardé, j'ai pris peur, et j'ai été très déçu de voir certains psychiatres pour lesquels j'avais beaucoup d'estime dire n'importe quoi, confondre des choses. Alors je me suis dit, ils sont gâteux, je sais pas, ou alors ils ont été achetés, ou alors ils sont perdus. Il y a une différence. Il y en a notamment qui disent que c'est enrichissant, que l'écran est extrêmement enrichissant pour l'imaginaire de l'enfant, et que ça va être une espèce de stimulation de l'imaginaire, à telle enseigne que certains ont utilisé le terme de virtuel psychique. Et ils ont confondu le virtuel psychique, c'est-à-dire ce qui vient de ce qu'on a vu sur l'écran, qui s'incruste dans l'imaginaire et qui est confondu avec l'imaginaire. Et ça, vous verrez, je vous en parlerai tout à l'heure, les gens qui sont exposés, justement, par exemple, à des jeux vidéo ou à des sites pornographiques, la nuit, ne rêvent plus, c'est fini. Le rêve, avec sa bizarrerie, disparaît. Ce qu'il voit, en rêve, c'est le copier-coller exact de ceux qui ont vu à l'écran. Copier-coller, ou alors les rêves disparaissent. Il y a une sacrée différence, parce que l'image personnelle, il est fait avec des représentations de notre histoire. Alors que l'image virtuelle, encore une fois, ce ne sont pas des représentations, ce sont des sensations extérieures, ce sont des perceptions extérieures. Les mécanismes qui concourent à l'imaginaire personnel, qui le constituent, on les connaît en psychiatrie, je ne vais pas m'y étendre, c'est une projection et la capacité à associer. Les mécanismes qui enregistrent l'image virtuelle, ce n'est pas une projection, c'est de l'incrustation, comme des pions de chasse. Comme les rêves traumatiques. Vous savez, les gens qui ont été attaqués dans la rue, qui ont été agressés, ils vont faire un rêve traumatique, souvent qui est le copier-coller de la scène qu'ils ont vécue. Et bien, c'est le même mécanisme. Le matériau est personnel dans l'imaginaire personnel, il est extérieur, il est numérique dans l'imaginaire, dans l'image virtuelle. Dans l'imaginaire personnel, c'est notre histoire personnelle. Dans l'image virtuelle, ce que je vous propose, c'est ce qui se vend. C'est-à-dire, on pourrait dire l'audimat ou le connectomat. Plus vous allez avoir accès à un site, et bien plus ce site va vous envoyer des choses. Le moteur de l'imaginaire personnel, c'est le désir. Le moteur de l'image virtuelle, c'est le besoin. L'imaginaire personnel exprime ce que nous sommes. L'image virtuelle aliène le sujet. L'imaginaire personnel donne le fantasme. Le fantasme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a une confusion terrible à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on dit que le fantasme, quel qu'il soit, et puis nous avons tous des fantasmes bizarroïdes, des fois des fantasmes dont nous avons un petit peu honte, etc. On dit que ces fantasmes favorisent la mise en acte. C'est exactement l'inverse. Plus il y a de fantasmes, moins il y a de mise en acte. Tous les gens qui passent à l'acte d'un point de vue agressif ou d'un point de vue de l'agression sexuelle, eh bien, ce sont des gens qui passent à l'acte justement parce que leur excitation ne s'évacue pas dans le fantasme.
Diapo. Alors les rêves. Les rêves, à partir de cette heure d'exposition, les rêves disparaissent. Les rêves nocturnes, ces rêves qui sont bizarres, là, surréalistes que nous avons tous, disparaissent. Ou alors, ce sont des traces virtuelles incrustées, ça va être le bout du jeu vidéo que j'ai vu. Diapo. Sophie continue à jouer au poker en rêvant, les rêves récurrents qu'elle faisait avant d'entrer indépendante sont disparus. Annelise, depuis un an, mon évasion, c'est Internet, jeux vidéo, Facebook, info, 6 heures par jour. Dans mes rêves, je continue à jouer les mêmes jeux. Adrien, 40 ans, la nuit, je rêve des mêmes femmes que j'ai vues sur des sites porno, je les reconnais. Adrien, pareil à se sauver des sites porno, mais pas d'Internet. Dans ses nouveaux rêves, il répond à des mails. D'accord ? Les émotions et les sentiments. Il y a une différence entre l'émotion et le sentiment. Une émotion, c'est le poing serré, la mâchoire crispée, l'afflux de sang à la tête, le cou raide quand je suis en colère. Ça, c'est l'émotion colère. Et qu'est-ce que c'est que le sentiment colère? C'est quand je m'interdis d'exprimer ma colère, j'ai le sentiment que je suis en colère. C'est-à-dire que l'émotion, c'est du registre du corps, et le sentiment, c'est du registre du psychisme. Je suis en colère, c'est mon corps, c'est l'animal qui est en moi. J'ai conscience que je suis en colère, c'est le sentiment. C'est les sentiments qu'on va rencontrer, les émotions qu'on va rencontrer justement lors du fait de la dépendance Internet, si vous voulez, ils vont changer, ils vont être totalement différents lors de la connexion et puis en dehors de la connexion. C'est-à-dire que dès que le sujet est connecté, toute angoisse disparaît. Toute angoisse disparaît. Les ruminations, les soucis, les hésitations, ce que je dois faire, ce que je n'ai pas fait, etc. La pression que ça génère dans mon corps, le thorax qui se comprime, les palpitations, etc. etc. Moi, j'ai la connexion, j'y suis, toc, je peux être dans un monde où il n'y a plus d'angoisse. Systématiquement. Et c'est ça qui est à l'origine de l'addiction. C'est ça qui fait que l'exposition est exponentielle et ne peut s'arrêter. C'est miraculeux. C'est beaucoup plus rapide, je vous disais, que l'alcool, que le cannabis, que l'héroïne, etc. Enfin, dans injectable, et encore, dans injectable, il faut qu'il y ait un certain temps. Ça fait disparaître toute angoisse. Ça donne un sentiment de toute puissance. Comme il n'y a plus de conflit, que je suis là dans un état euphorique, ça va favoriser la jouissance régressive, c'est-à-dire accès à tout immédiatement, sensation de maîtrise absolue, sentiment de ne rien perdre, possibilité d'emmerder l'autre à distance sans être ennuyé moi-même. Hein. Dissolution des instances répressives, c'est-à-dire ce qu'on appelle le surmoi des interdits intérieurs, ils disparaissent complètement. Et les idéaux aussi disparaissent complètement. Hors connexion, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'écran est fermé, et bien là, c'est l'angoisse. Là, c'est l'angoisse, et cette angoisse contre laquelle j'ai pu évacuer du fait de ma connexion, et bien elle va être multipliée par 2, puis par 3. Ça dépend du temps d'exposition. C'est l'angoisse ou le vide. Il y a deux vécus, il y a deux sentiments, deux émotions qui apparaissent lorsque la connexion s'arrête, je suis indépendant, c'est l'angoisse. L'angoisse, ça appuie, il faut que je me remette dans un truc. Ou alors un sentiment de vide. C'est-à-dire que je me suis rempli de ce monde virtuel, et là, j'ai arrêté, je vois la cour, je vois les gens dans la rue, j'ai le sentiment de vide. D'accord ? 7 heures d'exposition suffisent à générer chez un sujet qui n'était pas anxieux des attaques de panique, des troubles anxieux, des conduites d'inhibition, de paralysie psychique ou comportementale. Diapo. Agnès consulte pour des attaques de panique. Elle travaille en freelance et passe donc 8 heures par jour sur l'écran dans un but professionnel. Loin de sa famille, elle consacre 2 heures supplémentaires le soir à communiquer avec elle via Skype. Par ailleurs, elle se reconnecte volontiers pour des recherches diverses. Tant qu'elle est sur l'écran, elle est bien.
Par contre, dès qu'elle doit s'affairer à quelques tâches domestiques, dès qu'elle doit sortir ou effectuer un déplacement, l'angoisse ressurgit. À l'issue d'une séance, elle parviendra à diminuer le temps superflu de connexion, elle passera ainsi de 12 heures à 6 heures, et l'angoisse disparaîtra. Michael, 21 ans, Internet en continu, se couche à 3 heures, c'est à midi, angoisse, attaque de panique, dès qu'il passe le seuil de sa maison. Sensation d'être détaché du monde, de ne pas comprendre le monde, évitement du contact avec les autres. D'accord ? Donc de l'angoisse, et puis ce vécu de vide dépressif, les manifestations dépressives donc, qui apparaissent toujours hors connexion, parce que quand les solutions sont connectées, la dépression s'arrête. C'est miraculeux, quoi, ce médicament extraordinaire. Désintérêt, démotivation, désinvestissement, anédonie, c'est-à-dire absence, incapacité à retrouver du plaisir dans des choses dans lesquelles je trouvais du plaisir avant. Anesthésie affective, je ressens ni mal-être, ni bien-être, ni joie, ni désagrément. Absence d'anticipation, incapacité à se projeter dans un avenir immédiat, jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ce que les sujets appellent souvent de la procrastination, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à hésiter parce qu'ils ne savent pas vers quoi ils vont. Fatigue, léthargie, inertie et surtout ce sentiment de vide. Tout est fait, non ? Diapo. Maxime, 19 ans, désintérêt pour les études, désinvestissement en général, démotivation, aucune envie, aucun plaisir, sentiment de vide, absence de souvenirs oniriques, isolement total. Rien ne m'intéresse. Je n'ai envie de rien, je ne suis ni heureux ni malheureux. Ça ne me gêne pas de vivre, ça ne me gênerait pas de mourir. Maxime a arrêté le sport et la musique, il passe sa journée entière sur Internet, téléchargement, films, jeux vidéo, réseaux sociaux. Vous voyez que c'est l'outil. C'est pas uniquement les grands favoris, c'est souvent d'ailleurs les ados. Il y a encore 1 ou 2 ans, j'avais du mal à repérer ce qui était. En fait, il y a souvent ça, le téléchargement, les séries, les réseaux sociaux, bien sûr, les jeux vidéo, les sites porno, et puis aussi beaucoup l'information, et puis surtout les cours en ligne imposés par la faculté, imposés par l'université. Nicolas, 27 ans, étudiant en droit, est diaphane, prostré, léthargique, a du mal à comprendre ce que je lui dis. Il est totalement démotivé, il ne ressent plus rien, si ce n'est un sentiment de vide total, n'arrive plus à se concentrer, a perdu tout élan vital. Il a du mal à entendre que ces 9 heures quotidiennes passées sur Internet puissent être responsables de son état. Il accepte sans grande conviction de diminuer son temps d'exposition à l'écran. 1 mois après, il est transformé, il a retrouvé son goût de vivre et a des projets. Alors ça, quand même, c'est fabuleux. C'est d'une rapidité extraordinaire. L'arrêt de la dépendance à l'espace de 4. Bon, les 2 premiers jours sont un petit peu difficiles, mais le 3e jour, ça va bien. Le 4e jour, c'est au bout d'une semaine, ils sont bien. Ils retrouvent intégralement la capacité intérieure. Diapo. Démentalisation majeure, c'est-à-dire arrêt du refroidissement de la mémoire, le préconscient qui ne fonctionne plus, les liaisons qui ne se font plus entre les représentations et les sentiments, bon, ça c'est quand même un peu technique, sentiment de vide psychique et surtout disparition des rêves. D'accord ? Il s'agit bien sûr sur le comportement. Réduction de la motricité, bon, ça les médecins le reconnaissent, pour la majorité des médecins. Donc j'ai été généraliste avec notre psychiatre. Ce qui est important, c'est le corps. Hein. Vous ne bougez pas assez à cause d'Internet. Si ça tenait qu'à ça, eh bien à ce moment-là, les portables ne seraient pas toxiques. Vu que de toute façon, j'ai jamais vu les gens marcher aussi vite qu'avec le téléphone portable sur les trottoirs de vie. Étiolement des relations. C'est comme les alcoolos qui préfèrent le soir couler tout seul plutôt que d'aller plutôt que de se rendre aller voir des copains. Isolement, désinvestissement professionnel. Alors là, j'ai vu des dégâts assez impressionnants. Bon, il y a bien sûr des investissements des études très fréquents chez les jeunes adultes, mais même chez les adultes, et souvent qui ont des fonctions de chef d'entreprise, il y a des investissements professionnels qui peuvent jusqu'à la faillite. Des investissements familiales, et surtout abandon des activités hédoniques, c'est-à-dire le tennis, la musique,
le cinéma, les sorties, tout ce que je faisais avant, et bien, tout ça s'arrête. D'accord? Lesquels passent 12 heures par jour sur Internet, isolement social majeur, désintérêt général, abandon de toute activité économique, perte de son travail, incapacité à faire des choix, crainte du monde extérieur, détachement de la réalité, incapacité à dialoguer, à exécuter la moindre tâche administrative, tension interne, transpiration profuse, tremblement. Gabriel, 34 ans, cherche un travail sur Internet. Alors ça, c'est très très intelligent, quoi. C'est-à-dire, il va à Pôle emploi, il cherche un boulot, bien sûr que ce qu'on dit Pôle emploi, alors il est allé sur Internet. Donc ils vont sur Internet, ils cherchent un emploi pendant une demi-heure, et puis le reste du temps de la journée, ils vont rester sur Internet, mais pas pour chercher un emploi. Ce qui fait que la fin, il n'y aura ni emploi, ni autre chose. Cette quête bien intentionnée se transforme rapidement en surf, téléchargement, jeux, réseaux sociaux, forums. Alors, les forums aussi, j'oublie de le citer, mais ça fait des dégâts. Infolisme, pornographie, Gabriel ne sort plus du tout, n'a plus aucun contact amical et ne voit plus le soleil depuis des lustres. Analyse, 56 ans, depuis un an, mon évasion, c'est Internet. Facebook, info, blog, achat, 6 heures par jour. Je ne fais plus mon jardin, je ne m'occupe plus de ma maison, j'interromps tout le temps ce que je fais pour aller voir si je n'ai pas de message. Quand mes petits-enfants viennent, je les mets devant la télé pour pouvoir continuer à surfer. Ça me calme et ça le calme, elle a raison, le calme tout le monde. Diapo. Désordre comportemental. Alors après, ça va bien sûr, ça va donner des comportements pathologiques. Pourquoi? Eh bien, du fait, alors là, ça peut effectivement du fait de l'angoisse qui surgit quand on n'est plus dans la connexion, le monde extérieur, ça ne leur convient plus, donc il va y avoir des réactions comportementales qui peuvent être des réactions agressives, des réactions de dégoût, des réactions d'inacceptation, des réactions de frustration. Et puis, bien sûr, il peut y avoir des comportements transgressifs. Alors là, par contre, les comportements transgressifs dépendent bien sûr du site consulté. Et on peut citer ce qui génère le plus de comportements transgressifs, les sites porno un petit peu, et les jeux vidéo, alors là, à fond. D'accord ? Voilà ce qu'on repère le plus souvent dans les statistiques pour un temps d'exposition de 6 heures. Alors les mensonges, ça, bon, on peut mentir sans être sur Internet. Internet, c'est plein de mensonges, et c'est vrai que ça favorise pas mal de choses, surtout chez les adolescents. Refus des règles et de l'autorité. Il est bon qu'un adolescent refuse un peu les règles de l'autorité qui passent par cette phase, à un moment donné. Mais là, ça devient systématique, c'est-à-dire qu'il y a plus d'alternance chez l'adolescent de refus et d'acceptation. C'est systématiquement le refus, l'agressivité verbale et la violence physique. D'accord ? Leslie, 16 ans, est sur Internet en permanence, rébellion totale à la maison, insulte à l'encontre de sa mère et de son père, mensonge, vol d'argent. Les problèmes ont débuté après l'entrée en 6e, lorsqu'il a eu son téléphone portable, dans la séquence générale, l'ordinateur portable. Non, c'est le téléphone portable sera agréé lors de l'entrée au lycée, lorsqu'il a eu son ordinateur, dans la séquence générale. Les parents ont tout essayé en vain, ils passent eux aussi la plupart de leur temps à la maison sur Internet. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de supprimer Internet si les parents sont de l'ordre sur leur écran ou leur smartphone. Et ça, nous le voyons au cabinet des parents qui amènent des jeunes enfants à Marie Massif, certains d'entre eux qui sont excités, qui ont des comportements agressifs, des troubles de l'attention, qui ont des difficultés scolaires. Ils arrivent à la salle d'attente, qui ont le père et la mère, qui n'ont pas vu l'enfant depuis le matin, qui sont sur leur tablette comme ça, c'est pour regarder qui est à côté. À ce moment-là, il est obligé de prendre sur les revues. On a essayé les revues, ça ne marche pas, mais il prend sa tablette. Ça, vous connaissez l'histoire, le 25 avril 2013, Karl Rose a tué Serge Chantin, Patrice Martinez et Pierre Taillot au hasard dans les rudistes après avoir une dispute avec son père qui lui avait supprimé son ordinateur, sur lequel il passait 14 heures par jour à jouer à des jeux en réseau violents. Il ne distinguait plus la réalité et le virtuel. Et alors là, il y en a des tas d'articles de journaux qui font part de ces comportements psychopathiques, de tueurs en série, et où on va bien sûr allier des tas de causes,
idéologiques, etc., etc. Et en fait, quand on peut chercher au fond et qu'on essaye de voir la biographie de ce que faisait le sujet, il était 12 heures, 14 heures, 18 heures sur Internet, sur des jeux vidéo violents, c'est-à-dire que quand le jeu s'arrêtait, lui, il continuait à jouer dans la rue. Anders Breivik, responsable de la tuerie du 22 juillet 2011 en Norvège, qui a fait 77 morts et 150 blessés, passé depuis 2 ans sa vie entière dans sa chambre devant son écran, 16 heures par jour à jouer à des jeux vidéo en ligne, principalement World of Warcraft, et avait abandonné toute vie sociale. Bon. Je ne veux pas trop vite, non? Diapo. L'internaute 3 idéal pour le pervers. Jean-Charles Athanasius, le lendemain des obsèques de sa fille, Laetitia, 14 ans, qui a mis fin à ses jours après avoir été harcelé sur Internet pendant 2 ans et avoir consulté des sites sur le suicide. Là, c'est pas l'outil, c'est le site. Véronique est épuisée, dépressive, ne dort plus, fait de l'hypertension artérielle depuis 1 an, date où son mari s'est retrouvé au chômage, où son fils a eu un accident. Alors, vous voyez, hein, depuis quand? Là, on est content. On est content, à trouver un truc. Et où sa mère âgée de 76 ans s'est fait escroquer via Internet. Voilà, là, on est là depuis quand? Celle-ci ne cesse depuis de se lamenter sur ses difficultés financières et de lui demander de l'argent. Elle a effectivement dilapidé une part de son patrimoine en envoyant des sommes considérables à un inconnu qui lui promettait un gain à la loterie. Véronique, ayant découvert le pot rose, mit tout en œuvre pour sortir sa mère de ce dépit. Tout semblait rentrer dans l'ordre, mais 2 mois plus tard, la mère de Véronique fut recontactée par les mêmes escrocs qui lui proposèrent de la rembourser si elle continuait quelques petits efforts financiers. Véronique n'en peut plus, elle a récemment fait un malaise qui a nécessité une hospitalisation à l'urgence. C'est-à-dire que les dégâts sur le sujet Internet, c'est comme ça qu'on les appelle, des rejaillissent aussi sur la famille, et cette femme avait claqué 60 000 €. Altération de la perception du réel. Altération de la perception du réel. Vous savez, quand vous regardez une image très très lumineuse, on a une image très très lumineuse, vous observez comme ça, et puis vous fermez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez après? Vous voyez l'image négative. Mais c'est ce même phénomène qui fait que l'exposition à la connexion fait que vous êtes. C'est comme si l'image derrière les paupières persistait en permanence. Elle va vous empêcher, puisque quand vous ouvrez les yeux, vous la voyez l'image sur les murs encore. Et elle va vous empêcher d'appréhender le réel. Alors, bien sûr que là, il faut pas mal de temps d'exposition, mais en tout cas, on peut s'appeler ça de manière très fréquente. Ça donne souvent l'impression d'être détaché du monde extérieur, que le monde réel est irréel. Que le monde réel est irréel. Ça peut donner, chez les sujets prédisposés, qui n'auraient jamais fait de psychose, des décompensations psychotiques. Ça peut donner aussi des délires d'interprétation. J'ai eu 4 ou 5 personnes qui ont fait des délires d'interprétation, qui pensaient que le mari était en combine avec celui qui avait programmé le logiciel, qu'elle était surveillée, etc. C'est un diapo. Elliot, ça va quelle heure c'est là? C'est pas trop. Je ne vais pas dépasser là. Hein? Il n'y a pas d'heure? Elliot, 22 ans, est fatigué, dépressif, désocialisé, se couche à 4 h du matin et se lève à midi. Internet, vidéo, séries télévisées, blog, forum, etc. Et je ne suis pas en prise avec la réalité. La réalité me paraît fictive. J'ai l'impression de ne pas être connecté avec le monde. Romain, 17 ans, angoisse, tension interne, susceptibilité, envie de rien, aucun centre d'intérêt, réaction impulsive, trouble du sommeil. Depuis son immersion dans la toile, 6 heures par jour, une tendance interprétative a vu progressivement le jour et est allée en s'intensifiant. Il pense que les gens se connectent entre eux sans lui en faire part. Il évite le regard des passants dans la rue, pense qu'on lui veut du mal. Alors on pourrait dire que ce type est en train de démarrer une schizophrénie. On commence à avoir les signes. Et le problème, c'est que
il est facile de le tester. J'ai pas eu l'occasion de le faire avec lui parce qu'il n'est pas pointé. À partir du moment où on leur dit. Sur le micro. Il y a un micro. Tu peux monter. Ouais, mais c'est bon, ça marche là? Je peux, monsieur le directeur. Je ne laisse pas le faire. Le allez, c'est chaud. Mettez ça dans la poche. Vous êtes en fait là? Oui. Nickel. Vous me direz où ça se trouve, je vais en acheter un comme ça. Ça me plaît. Ah, je ne sais plus ce que je voulais dire. Vas-y, vous appelez. Romain ne sait pas repointer. Romain ne sait pas repointer. Et c'est par pointé, oui. Dès qu'on leur dit qu'on touche au doudou, hein, c'est pas le doudou. Christelle, 44 ans, est adressée par sa sœur, très inquiète pour son état de santé. Elle pense être surveillée, piratée par Internet. Elle n'est pas con. On est surveillé. Et elle le voit au sens uniquement individuel. 2 personnes auraient manigancé la persécution. L'informaticien de l'entreprise dans laquelle elle travaille et un homme avec qui elle avait entretenu il y a quelques mois une correspondance régulière et continue via Facebook. Les publicités et les flashs d'informations sur Internet concerneraient ce qu'elle a fait. La journée lui serait destinée personnellement. Depuis plusieurs mois, elle passait sa vie sur Internet à des fins personnelles, y compris dans le cadre de son travail, ce qui n'était pas sans répercussion sur celui-ci, ainsi que sur sa vie familiale devenue virtuelle. Diapo. Bon, ça c'est des constatations cliniques. Je suis sûr de tout ça. Je ne vous dis pas si c'est bien ou c'est mal, je ne sais pas. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politique. Hein. Je suis sûr de ces constatations, je peux le voir devant n'importe qui. Est-ce que, moi je ne suis pas allé voir ce qui se passait à l'intérieur du cerveau. Alors il y en a qui y sont allés. Qu'est-ce qu'ils ont repéré? Une perte des neurones dans la substance grise du cortex préfrontal, celui qui est là, suborbitaire, qui est le lieu des représentations, de l'imaginaire. Dans le cervelet et dans le gyrus singulaire, qui est une partie interne du cerveau, où siègent les sentiments. Ils ont repéré un appauvrissement de la substance blanche dans les zones qui entourent le lobe limbique, hein, c'est-à-dire les zones de la mémoire et des émotions. Ils ont repéré un développement de l'hémisphère dominant au détriment de l'autre hémisphère, et voilà. Bon, et les ondes, je ne vous en parle pas. Sur l'effet des ondes, je ne suis pas spécialiste. Diapo. Voilà ce qui est en train de foutre le camp. Cette partie, en noir là, qui est là, cortex préfrontal, le gyrus singulaire qui est là, et une partie du lobe limbique. Et qu'est-ce que c'est qui se développe? Parce qu'il y a toute une cohorte dans le monde scientifique, médical et psychiatrique qui disent que c'est quelque chose d'extraordinairement génial, Internet, que ça va développer le cerveau humain, que ça va développer une nouvelle forme d'humanité, ça c'est sûr. Dans quel sens, je ne suis pas d'accord avec eux, qui vous disent que, notamment, par exemple, les jeux vidéo, et ce sont les mêmes personnes qui ont fait cet ouvrage collectif sur l'enfant et l'écran, disent que les jeux vidéo permettent de repérer plusieurs stimuli en même temps. Ils ont raison. Ils ont raison. Effectivement. Mais ça dépend de ce qu'on veut faire. Ça dépend le métier qu'on veut faire. Si on veut faire détecteur d'aiguilles dans une boîte de fouet, ou si on veut faire berger allemand à la recherche d'éventuels gangsters qui viennent pénétrer, ou alors si on est agent de service dans une société de télésurveillance où il y a 15 écrans, oui. Mais si vous voulez, cette capacité de détection des différents signaux visuels fait qu'on ne se concentre plus du tout sur un seul signal visuel, ce qui est normal, puisqu'on est censé voir plusieurs choses en même temps.
Alors par contre, ceci développerait, si vous voulez, le cortex occipital dans lequel se situent les aires visuelles et une partie du cortex auditif, vu qu'il n'y a pas d'image sensor. Donc vous voyez, abrasion du devant et augmentation du derrière, diapo. Alors je me suis amusé à voir un peu comment allaient être nos descendants d'ici, bon, je sais pas, d'ici, ça va vite, Néandertal, il n'est pas resté longtemps, il a été vite, sa place a été prise par Sapiens, on ne peut pas le savoir. Mais ça va aller là, c'est-à-dire abrasion du devant et développement d'une bosse par derrière. Si vous ajoutez que le pouce va se développer, ça va faire un truc comme ça. L'augmentation des capacités de détection visuelle, et puis, vous voyez, j'ai fait ça en 2016. Déjà, ce diapo est à rectifier. Pourquoi? Parce que j'avais mis raccourcissement des membres inférieurs, parce que les gens qui sont à leur bureau, ils ne marchent plus. Alors que maintenant, avec le smartphone, ça y va. Donc, il n'y aura pas de raccourcissement des membres inférieurs, mais il faudra qu'il y ait des détecteurs dans les membres inférieurs pour voir les personnes qui viennent en face. Diapo. Voilà la première partie. Deuxième partie, est-ce qu'on peut parler d'addiction? Vous avez vu, 7 heures par jour, activité professionnelle incluse. Et ça, je peux vous dire le nombre de femmes qui sont venues me voir pour des troubles de la concentration, des pertes de la mémoire, des insomnies, des dépressions pour lesquelles je me serais régalé de repérer un licenciement, un divorce, une déception amoureuse, rien. Depuis quand il n'y avait rien. Alors par contre, au bout d'un certain temps, je leur demandais comment elles travaillaient. Ben, si vous voulez, ça commençait 9h du mat jusqu'à 5h du soir, c'est zapping, avec tous les mails, pas le temps d'approfondir. Le patron ou le chef du service, formé à l'américaine, persuadé que l'urgence est la valeur suprême, que la maîtrise de tout est la valeur suprême, que l'outil informatique est la valeur suprême, comme on nous l'enseigne, eh bien, en même temps, il lui pose des questions, et en même temps, il y a la voisine à côté qui répond sur son téléphone portable. Elle ne peut pas se concentrer, elle ne peut pas avoir la satisfaction du travail bien fait. Or, ce qui caractérise les nuisances professionnelles à l'heure actuelle, c'est plus la pénibilité telle qu'on nous raconte à la télé. Un coup de marteau de pioche, non, ça c'est fini ça. Ce qui caractérise le traumatisme professionnel, c'est la perte de sens du travail. C'est-à-dire le sentiment d'être inutile, le sentiment qu'on apprend quelque chose et puis qu'un mois après ça va changer, il va falloir apprendre l'inverse, et le sentiment que le travail n'est pas accompli. Alors qu'est-ce que je leur ai dit à ces femmes, moi? Je leur ai dit peut-être pas la première que j'ai vue, mais au bout d'un moment, je me suis dit, il faut dire quelque chose. Écoutez, vous allez retourner au boulot demain, vous traiterez d'emails. Ah non, c'est pas possible, docteur, il y en a 200. Et puis vous direz à votre patron que c'est moi qui l'ai dit. Sinon, vous serez en arrêt de travail. Ah bon? Je vais essayer, mais vous ne faites pas des risques. Vous traiterez d'emails, et vous les traiterez un après l'autre. C'est-à-dire que le premier mail, si c'est un mail qui ne sert à rien, soit mis à l'urgent, parce qu'en général, les mails urgents ne servent souvent à rien, vous le foutez de côté. Parmi ces 10 mails, vous allez choisir 3 et vous allez travailler là-dessus. Et un après l'autre. Travaillez sur le premier truc, maîtrisez-le, répondez, faites en sorte que ce soit bien maîtrisé, qu'on n'y revienne plus et vous fermez le truc. Après, vous allez prendre l'heure. Ensuite, vous travaillez le deuxième, vous êtes fou, docteur, c'est pas possible, je vais faire licencier. Faites-le pendant une semaine. Je vous demande une semaine. Une semaine. Votre patron ne vous virera pas pour ça. Il me dit que vous êtes un peu bizarre, vous avez un psychiatre un peu bizarre aussi. Vous le faites. Et je leur donne une métaphore. Est-ce que le paysan laboure 3 terres en même temps? 3 terres en même temps, à 3 km de distance. Non, le paysan il laboure une terre, il attend que ce soit fini. Même s'il sait qu'il faut qu'après il aille labourer une autre terre. Nous on va faire pareil.
je le revois 15 jours après, elles sont transformées. Et le chef de service râle parce qu'il est obligé de se rendre compte que ça marche comme ça. Et que toutes les idées de coaching, d'humanitarisation de l'entreprise, de gestion de l'entreprise, d'informatisation de nouveaux logiciels, c'est la poudre au nez. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Hein, mais d'abord, attaquons-nous à des choses simples. Alors, il faut plusieurs décennies pour qu'une addiction, alors une addiction, je vais vous dire ce que c'est une addiction, vous savez, on en parle, soit reconnue comme telle et dans ses aspects délétères. C'est-à-dire qu'à l'époque, la deuxième partie du 19e siècle, il y avait, et même au 20e siècle, dans toutes les caves coopératives vinicoles, il y avait une affiche. Le vin est la plus hygiénique et la plus saine des boissons, signée Louis Pasteur. C'était considéré comme la thérapeutique de beaucoup de choses. Si on revient un peu plus loin, entre les deux guerres, il y avait un livre qui s'appelait La Rousse ménager, peut-être que vous avez vu ça chez vos grands-parents, un bouquin vert, c'est truculent de le lire, c'est marrant, c'est les années 20, 30, 40, on lit ça, et au chapitre 20, bien sûr, il y a l'éloge du vin, et on dit de ne pas abuser du vin, de ne pas dépasser 2 litres, et pas 2 fois 75 cc, hein, pas 2 fois 75 centimes, les bouteilles de l'époque. On dit qu'il ne faut pas quand même dépasser 2 litres par jour, parce qu'au-delà de 3 litres, ça peut faire mal. Mais là, si vous buvez plus de 2 verres, selon le dogme de la prévention médicale, vous êtes en danger de mort. Même si vous fumez un petit peu, vous êtes en danger de mort. Que fait un alcoolique quand il voit qu'en buvant 2 verres à la télévision, il y a un danger? Qu'est-ce qu'il fait, l'alcoolique? Pas difficile. Il se sert en verre de plus pour se calmer, pour enlever son angoisse. Donc il faut du temps. Entre Pasteur et nous, il y a 150 ans qui se sont déroulés. Non, pas 150. Je vais marquer quelque part. Il faut du temps pour qu'on reconnaisse une addiction. Vous savez l'histoire du cannabis. Le cannabis, c'est cool, ouais, sympa, citoyen, ouais, interactif, quoi. Ouais. Pas de séparation, pas de frontières, ouais, tel pote, etc. Ça a été claironné pendant 20 ans. Pendant 20 ans, 20-30 ans. C'était de bon ton de claironner que le cannabis était une excellente chose, alors que sur les buveurs de pinard, c'était le gros bof avec sa baguette de pain et son béret, il fallait l'éliminer complètement. Alors que le reste, c'était ouais, cool, sympa. Manque de bol, on s'est rendu compte que le cannabis avait quand même des effets toxiques, et il a fallu quand même 20 ans pour s'en rendre compte. Donc ce que je vous dis ce soir, dites-vous que c'est dans 20 ans que ce sera officialisé. Je ne serai peut-être pas là pour le voir, en tout cas, c'est pas demain. Par ailleurs, on dit, et ça c'est une réalité scientifique, que l'addiction est sous la dépendance d'un circuit neurologique qui s'appelle le circuit de la récompense, un circuit neurologique bien particulier, qui est irrigué par un médiateur chimique qui s'appelle la dopamine. Et que ce circuit, à force de le stimuler, par exemple avec l'alcool, le tabac, le cannabis, avec le Nutella, avec n'importe quoi. Si vous voulez, ce circuit, il est sans arrêt, c'est un bonifié. Il a été stimulé, il veut qu'il soit stimulé sans arrêt. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que l'addiction ne dépendait pas du produit, ni du comportement, mais qu'elle dépendait du cerveau. Oui, bien sûr, mais il y a quand même des objets qui sont plus addictogènes que d'autres. C'est-à-dire que le pinard est plus addictogène que la soupe de légumes. C'est obligatoire. L'écran est plus addictogène que le livre. Le plaisir est plus addictogène que le travail, encore que le travail peut l'être aussi. Donc il y a certains objets qui sont addictogènes, et je vais essayer de vous montrer pourquoi Internet est plus addictogène, et certainement le plus addictogène de tous à l'heure actuelle, beaucoup plus que le cannabis, beaucoup plus que l'alcool, beaucoup plus que toutes les drogues. Ce qui caractérise l'addiction, tout d'abord, c'est pas le fonctionnement psychique.
Même à l'époque où il n'y avait pas Internet, il y avait des gens qui venaient me consulter, oui, je vais vous voir, je veux savoir pourquoi je bois, et je veux savoir pourquoi je me bois. J'ai essayé, ça sert à rien. Pourtant, je suis psychanalyste, mon boulot c'est bien de chercher à comprendre. Ça sert à rien. La seule chose qu'il y a à dire, arrêtez de boire, et au bout d'une semaine, vous n'aurez même pas besoin de venir me voir, vous comprendrez pourquoi vous buvez. Travail sur le disque dur, on ne peut pas travailler sur le logiciel. Si on n'a pas travaillé sur le disque dur. Ce qui compte, ce n'est pas le fonctionnement psychique. N'importe qui peut devenir dépendant, à des degrés divers, bien sûr. Ce qui compte, c'est la sensation. C'est la sensation. Les sujets qui sont addictifs, quel que soit l'objet de l'addiction, c'est la sensation. Il s'agit de boulimie, d'alcoolisme, de cyberdépendance, c'est la sensation. C'est-à-dire une sensation corporelle. Capot. Voilà les 7 syndromes de l'addiction. Je les ai un peu remaniés, ça ne correspond pas à la version officielle des congrès. Je les ai sélectionnés, je les ai un peu remaniés, vous les voyez, je vais les énumérer. Besoin compulsif, satisfaction, manque, tolérance, centration, dépendance et réaction. Diapo. Besoin compulsif, c'est un besoin irrépressible, obsédant. Le simple recours systématique à l'outil devient un réflexe. Sous n'importe quel prétexte, vous le savez, je vous donner l'exemple tout à l'heure. Ah oui, attends, je vais te dire. Ah oui, ça, oui, attends, je vais te dire. Comme ça, vous le savez. Maud est prise d'angoisse car elle se rend compte qu'il n'y a pas Internet dans la maison de week-end où elle doit passer 24 heures. Elle s'apaise quand elle se rend compte que le réseau fonctionne. Voilà pour le besoin compulsif. Diapo, la satisfaction. La satisfaction, elle est immédiate, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Même moi, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti. Éventuellement, un problème insoluble. Je suis sur Internet, je regarde les infos. Allez, c'est l'effet flash. Vous savez, les toxicomanes parlent de l'effet flash, là. Le shoot. C'est un effet flash immédiat. Ça génère un fonctionnement psychique régressif, c'est-à-dire un fonctionnement psychique qui était celui qu'on avait quand nous étions enfants. Alors là, c'est des termes psychanalytiques, régressivité orale, bouche ouverte le bébé. Ah, c'est ça l'oralité. Toute satisfaction ne peut venir que de l'extérieur. C'est ça l'oralité. Accès à tout, tout de suite, sans limite, ni obstacle, ni restriction. Régression anale. L'analité, c'est quoi? C'est le bébé qui ne veut rien lâcher. Qui ne veut rien lâcher, qui veut tout maîtriser. Voilà, c'est ça. L'analité, qui veut tout contrôler. Sensation de maîtrise toute puissante, facilité à salir l'autre. On est dans l'analité. Régression scopique, c'est la régression de la vue des yeux. Parce que ça passe par les yeux, quand même, Internet. Eh bien, c'est l'enfant qui rentre par le trou de la serrure, voir s'il y avait des gens qui font pas des cochonneries derrière. Voilà. Et ça, alors là, sur Internet, c'est épidémique, hein. Voyeurisme, exhibitionnisme. Et la vision sur Internet, c'est une vision sur ça. Hein. Et sur le portable, le champ de vision est encore plus réduit. Qui sait qui, dans le règne animal, a les yeux en face? C'est le prédateur. Prédateur pour se fixer et bouffer la proie. Alors que par exemple les herbivores, ils ont les yeux sur les côtés, pour justement voir s'il n'y a pas un prédateur qui se pointe. Eh bien, c'est la vision du prédateur et l'extension de la vision périphérique. Vous pouvez toujours faire ça sur Internet, il ne vous verra pas. Ce qui fait que ça met à la fois dans un sentiment de potentialité sans limite, de donner libre cours à son animalité, et en même temps, on ne se méfie pas. Diapo. La transgressivité, j'ai oublié, c'est la dissolution des instances répressives, ce qui fait que même si on a envie de sauter la femme de son voisin, eh bien on se l'interdit parce que c'est pas bien. Et si on a envie de balancer une pierre sur le chien du voisin, de l'écraser parce que nous persécute, ben on ne le fait pas parce que ça ne se fait pas. Et bien tout ça, au bout d'un certain temps
d'immersion, si vous voulez, d'Internet, et alors là, effectivement, surtout sur certains sites, bien, si vous voulez, les repères moraux disparaissent. D'accord? Le manque. Alors, les manifestations du manque dans les addictions, quand le sujet n'a plus son objet d'addiction, son pinard, son tabac, son héroïne, son jeu au casino, ou qui n'a plus son Internet, c'est extraordinaire, parce que là, ça montre bien que c'est toujours le même circuit cérébral qui s'enclenche, quel que soit l'objet d'addiction, et bien, il y a les mêmes symptômes de l'angoisse, transpiration, le cœur qui va vite, tachycardie, tremblement, etc., etc., intolérance à la frustration, crise de fureur, etc., etc. C'est-à-dire de la souffrance psychique et physique. C'est pas parce que les gamins qui sont sur les jeux vidéo en réseau en permanence, qui piquent, qui cassent tout à la maison dès qu'on leur supprime l'ordinateur, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils sont malades. C'est parce que, si vous voulez, leur cerveau déconne complètement. À partir d'un certain seuil de dépendance, il y a des symptômes de manque constant et souvent explosif. Diapo. La tolérance. La tolérance, c'est la nécessité, chez tout sujet qui a une dépendance addictive, d'augmenter les doses. C'est connu dans l'alcool, c'est connu dans l'opium, c'est connu dans toute chose. Et c'est connu aussi, bien sûr, aussi dans la dépendance à la connexion. Pourquoi? Parce que la satisfaction inouïe qu'on peut avoir, justement, l'apaisement qu'on peut avoir, ou l'excitation qu'on peut avoir sur Internet, c'est une satisfaction artificielle. C'est une satisfaction au niveau de la sensation. Elle ne perdure pas. C'est pas du tout comme la satisfaction de quelqu'un qui a composé une musique, qui a créé un tableau, qui est allé faire du jardinage toute la journée, parce que la satisfaction perdure après. Quand il a fait jardiner toute l'après-midi, il prend sa douche, il discute beaucoup, mais il est aussi bien que quand il jardine. Alors que là, ça s'arrête immédiatement. Donc on est obligé, si vous voulez, de surenchérir et d'augmenter les doses. Diapo. La centration, ça veut dire que ça occupe l'esprit en permanence. Les boulimiques, quand elles sortent du boulot, elles n'ont qu'une image en tête, certaines, c'est le pot de moutarde. Hein, tant qu'elles n'ont pas le pot de moutarde, il n'y a plus rien qui se passe dans la tête. Moi, je suis gros fumeur, hein, je fume beaucoup, je suis pas ma clope. Moi, je vais pouvoir avoir ma clope, puis on peut me parler, on peut me dire n'importe quoi. Je répondrai quand j'aurai ma clope. Voilà. Hein. Bon, ça ne peut pas être parfait. Hein. En tout cas, cela, on les fait chier, les tabagistes. Alors que les geeks, c'est une autre Dieu. On envoie maintenant, on impose dans les écoles l'écran numérique, l'Internet et les tablettes. Je vous en dirai deux mots, pour moi, ce sont des sévices, c'est pas autre chose. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une aliénation à l'outil au détriment de toute forme d'investissement. On abandonne tout, les activités, les centres d'intérêt, les relations, la famille, et le monde virtuel se substitue au monde réel, comme chez les opiomanes. Pareil. La préoccupation se retrouve dans le langage. Mes pères, mes gens de ma génération, les 68 ans, ouais, cool, sympa, ouais, la bœuf, le cheval, tu kiffes, etc. C'est-à-dire tout un langage, pour en faire un bouquin, qu'on retrouve chez les geeks, c'est-à-dire que le hashtag, vous connaissez la liste des courants, c'est-à-dire qu'il y a toute une histoire dont usent et abusent justement les gens à la télévision pour montrer qu'ils sont branchés et qu'ils sont dans le coup et que rien ne leur échappe avec Internet. Alban, 21 ans, a arrêté ses études, le sport, les sorties, ne travaille pas, vit chez sa mère, passe ses journées et ses nuits sur Internet et se suit depuis l'âge de 17 ans. Il est livide. Il est livide comme le mec, c'est des fois il y a un type qui a l'air bien brave, qui est très très maigre, mais qui est blanc, comme un goéland, et qui est le spécialiste qui est geek, super geek. Il est livide, crise d'angoisse, transpiration, palpitation, trouble du sommeil, démotivation, inappétence, irascibilité, hors connexion. L'activité onirique a totalement disparu, excepté un cauchemar récurrent. Alors c'est très marrant, ce cauchemar.
une araignée qui essaye de l'attraper et le poursuit partout. Alors on pourrait se dire que ça symbolise Internet, non. C'est pas si... C'est tout simplement parce qu'il est sous emprise. Et les gens qui rêvent souvent d'araignées, hein, ça signifie souvent qu'ils sont en train de traverser des périodes dans lesquelles ils sont sous emprise professionnelle, relationnelle, etc. Voilà ce que j'ai repéré dans la symbolique de ces rêves d'araignées, qui en général vont de pair avec les faux des araignées. D'accord ? Dépendance, perte de liberté d'arrêter. Alors la dépendance, c'est que ça survient quand le sujet dit « je voudrais arrêter mais j'y arrive pas ». Donc c'est vraiment pas chez tout le monde, loin de là, puisque les gens n'ont pas conscience que leurs problèmes viennent justement de cette immersion. Bon, l'empreinte, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je disais, oui, le doudou, c'est pas un doudou. Hein. Un doudou, chez un bébé, ça a du sens. Ça symbolise quelque chose, ça remplace la maman à un moment donné. Là, c'est pas pareil, c'est différent, c'est une addiction. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quel objet. Comme je vous dis, une femme perdue dans la forêt de 3 mois qui va s'attacher à n'importe quelle figure mobile. Bientôt. Est-ce qu'il y a des facteurs favorisant la dépendance? Oui. Oui, bien sûr. On peut tous devenir dépendants d'Internet. Il y a le boulot. Il y a le boulot. Si vous êtes ingénieur informaticien, si vous êtes fabricant de jeux vidéo, si vous travaillez dans les fameux bureaux paysagers, aussi c'est des mots qui sont très curieux, avec, je ne sais pas comment on appelle tous ces bureaux, là, des bureaux en même temps séparés par des paravents. Si vous êtes standardiste, si vous êtes secrétaire dans certaines entreprises, eh bien, obligatoirement, la dépendance professionnelle va en appeler à la dépendance personnelle. Il y a aussi certains sujets, et parmi les sujets les plus à risque, ce sont les sujets timides, effacés, inhibés, des adolescents qui ont du mal à s'intégrer au groupe, qui sont rejetés, qui sont un peu isolés, qui sont un peu harcelés, etc. Dès qu'ils sont dans la toile, ils sont mieux, et en plus, ils peuvent se faire, entre guillemets, des amis sur les réseaux sociaux. Le travail, les études, le travail, vous le voyez maintenant, ça prône, bien sûr, une espèce de leurre, de fascination, hein, qui fait croire que parce que les structures informatiques dans le travail vont mieux marcher, l'entreprise va se développer. C'est partiellement vrai, mais c'est partiellement faux aussi. Il y a aussi, à propos de travail, alors là je suis particulièrement concerné parce que comme je vous l'ai dit, avant d'être psychiatre, j'ai été médecin généraliste pendant 15 ans, et je peux vous certifier que le 95%, 99% des médecins, ordre des médecins en tête, ne rêvent que de télémédecine. Vous allez avoir droit, dans les 5 ans qui viennent, c'est-à-dire que déjà les médecins ne se déplacent plus, et vous n'aurez plus à aller consulter le médecin, vous serez chez vous avec une combinaison, des capteurs, des trucs comme ça, et à ce moment-là, vous appellerez le médecin qui, tout en fumant sa clope et en buvant sa bière, vous dira, ben oui, appuyez sur tel bouton, voilà, oui, montrez-moi ça, voilà, vous devez faire de l'hypertension, et puis si ça... oui, c'est vrai que là, attendez, je regarde mon truc, oui, alors vous risquez de mourir, ne vous inquiétez pas, hein, allez, au revoir, madame. Hein, ça, vous allez avoir droit. Ça envahit le monde de l'éducation, ça envahit l'hôpital, et ça va envahir le monde des cabinets médicaux. Les réseaux, bien sûr, la dépendance familiale aux écrans, ça joue beaucoup. On ne peut pas demander à un enfant, à un adolescent qui renonce à son écran, si le père et la mère sont sur l'écran. C'est pas possible. L'addiction croisée aux écrans, que les geeks appellent en termes branchés the cross-fertilization. Entre ça dans la gueule, tu es paysan, tu prends ça à la télé, cross-fertilization. Ça veut dire que l'addiction pousse à aller sur l'Internet et qu'Internet pousse à aller sur la télé. C'est une réalité absolue.
Et je pense que c'est ça qui est à l'origine probablement de la deuxième vague de 2015, où la télé s'est mise à faire systématiquement à toute publicité, à toute émission, la publicité pour le site concerné, et où les journalistes de télévision se sont mis à annoncer, comme des magnétophones, surtout rester connectés, Plus on est connecté, moins on pense, plus on dépense. Diapo, et je vais tout finir. Mathias Kenza est un adolescent inhibé dans sa relation avec les autres, il fait de la guitare, il veut être astrophysicien, ce qui est quand même pas mal. Parce qu'à l'heure actuelle, les gamins ils veulent être soit pompiers volontaires, soit motards en colère. C'est la profession la plus envisagée chez les tout petits. Il fait de la guitare, il veut être astrophysicien. Le mal-être relationnel avec ses pairs s'est accentué il y a 8 mois lors de son entrée au lycée général des troubles digestifs. L'acquisition d'un ordinateur lui a permis de soulager ses tensions et de maintenir certaines relations virtuelles au travers de groupes de discussion sur Internet. Très progressivement, l'ordi est devenu le centre de ses intérêts et le temps d'exposition s'est considérablement accentué en l'espace de 8 mois. Ils sont plus particulièrement ménagés. Or, vous savez que les psychiatres, même le plus basique vous le dira, l'homophobie, il faut l'affronter. Ça fait partie du traitement. Donc, plus il avait peur du monde extérieur des copains, donc il se réfugie dans Internet, plus il va se réfugier dans Internet, plus il va avoir peur du monde extérieur. Diapo. La société entière impose et encense la connexion. Tous, je ne vois pas de critiques jusqu'à ce jour, il n'y en a pas, ça viendra. Justification vertueuse, c'est ça la perversion de la télé à l'heure actuelle. C'est qu'on justifie le vice par la vertu. Vous savez très bien, pour vendre la bagnole, maintenant on ne dit pas les belles jantes, elle est confortable. Et à la vie, on vous dit parce que tu es un homme qui aime l'humanité, parce que tu as envie de te dépasser, d'avoir accès à la partie la plus profonde de toi-même, achète la nouvelle machine comme ça. Et donc, il faut prendre des vessies pour des Internet. Et là, bien sûr, Internet, c'est idéalisé et il n'y a aucun parti politique, aucun. De l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par la soupe intermédiaire, qui remet en cause la révolution numérique. Ils la veulent tous pour le droit pour la convivialité, pour l'interactivité, pour l'amour de l'humanité, etc., etc., etc. Tous, sans exception. Le but est la consommation, de pousser la consommation, de soumettre et d'exterminer la pensée, puisque je vous l'ai dit, quand on ne pense plus, on dépense, pas au-dessus du terme. Addiction qui est entretenue par les réseaux sociaux, les réseaux mercantiles, les réseaux médiatiques, les réseaux politiques, les réseaux institutionnels, qui ne sont en fait que les paradigmes des petits réseaux neurologiques, support même de l'addiction. Les dominants n'imposaient pas le vin au XIXe siècle. Aujourd'hui, Internet est imposé de gré ou de force. C'est pas demain la veille que l'outil sera reconnu dans toute sa toxicité. Diapo, thérapeutique, la fuite. Au début, j'ai failli abandonner. Il fallait abandonner, prêcher dans le vide, etc. Parce que les arguments des défenseurs, alors là, vous les prenez sans arrêt. Oui, mais tu sais bien, il ne faut pas non plus, mais puis, les bons, etc. Bien sûr, continue, c'est pas comme ça, et puis voilà, et puis il faut bien, et puis de toute façon c'est là, et puis on ne peut pas s'en passer, et puis on va maîtriser ça quand même. Il faut avoir foi en l'homme, à l'humanité. Des conneries, redoutables. C'est-à-dire de la bêtise, de la sottise personnifiée. Tout simplement, sottise personnifiée, dirigée par l'orgueil de la société occidentale, de l'Europe et de l'Amérique, surtout de l'Europe qui sont vertueuses, qui veut donner des leçons à l'humanité entière et qui, pour maintenir son pouvoir sur l'être humain, utilise la vertu et des concepts qui passent
à toutes les sauces, qu'on avale, que le sujet absorbe comme ça, en disant oui, mais si on me parle de protection de la planète, ça ne peut être que bon. Je ne parlerai pas du coût écologique d'Internet. Ça, ce serait un autre sujet. J'ai mis ça, je ne sais pas pourquoi, bouillie bordelaise de Saint-Miziou, bâtardeau en cas de garde onde, saut sous la gouttière, irrigation clandestine en cas de sécheresse. C'est-à-dire que bon, vous mettez une assiette quand il pleut, ça limitera les dégâts. Prescrire un sevrage définitif, d'abord le patient n'y croit pas, son entourage n'y croit pas, le patron de l'hôpital n'y croit pas, personne n'y croit, vous êtes un mauvais sujet. Et puis ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Plus jamais Internet. Ça fait 2 ans, 3 ans, 10 ans que le type est là, c'est le seul moment où il n'est pas angoissé. Et vous allez lui dire supprimer Internet, c'est pas possible. C'est pas possible. Il va prendre pour un fou, il va retourner à toute justesse chez lui, et il va doubler son immersion pour ne plus penser à ce qu'il vous lui avait dit. Par contre, on peut toujours dire, moi au début, comme je vous le disais, les 2 ou 3 premières années, je n'étais pas sûr du coup, je vous l'ai bouclé, et maintenant de manière systématique, j'ai appris mes étudiants, posez toujours à tous vos patients la question, combien d'heures vous passez connecté par jour? Prenez votre temps et vous notez tout. Parce que c'est une question que ne pose aucun médecin. Et très peu, je ne sais pas, les psychiatres, je suis en contact beaucoup avec les généralistes, question qui n'est pas posée vu que c'est la norme. Hein? Posez la question et vous allez être surpris. Posez-la gentiment, pas en disant, voilà, attention, il ne faut pas exploser. Au contraire, prenez un air un peu plus, en disant, ah, vous allez sur Internet, combien d'heures vous allez sur Internet? 3 heures, c'est pas beaucoup. Ah oui, mais aussi 3 heures sur Internet, mais aussi 4 heures sur Facebook. Ah oui, Facebook. Et donc 3 et 4, ça fait 7. Ça, vous ne lui dites pas, il ne faut pas lui dire. Il faut que je sente en confiance. Et là, une fois qu'il y a ça, et uniquement à la fin de la consultation, parce que notre boulot de psychiatre, c'est pas uniquement de dire aux gens qu'il ne faut pas aller sur Internet, ou en tout cas il est le moins possible, parce qu'à ce moment-là, autant vendre son cabinet et faire autre chose, qu'on devienne dingue. Notre boulot, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement du sujet, son imaginaire, ses fantasmes, son enfance, ses origines, la dimension transgénérationnelle, ses conflits intérieurs, ça c'est passionnant. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas faire l'économie de s'enquérir de l'état du disque dur cérébral. Donc on pose la question, et si la personne y va 2 heures par jour à titre privé, c'est déjà pas mal, parce que si vous ajoutez aux 6 heures par jour professionnel, on est déjà à 8 heures, mais bon, vous ne pouvez pas faire grand chose, mais s'il y a quand même une dépendance où on voit que la personne a abandonné des tas de trucs, des activités, si elle présente tous les signes cliniques que je vous ai énumérés, là, tous ces signes cliniques, hein, à ce moment-là, il faut l'informer. Il faut l'informer. Et pas informer le sujet, informer cette personne qui est en face de nous et lui dire voilà ce que donne l'addiction à Internet. Et ce que vous avez, il y a une grande partie qui vient de là. Si moi j'ai passé autant de temps que vous, ce serait exactement pareil. Ce n'est pas une tare, vous êtes victime de quelque chose. Oh, ils regardent, ils n'y croient pas. La moitié foutront le cas, ils ne reviendront pas. L'autre moitié posera des questions, rentrera chez elle, puis on ne sait pas trop. Et j'ai opté personnellement sur ça. Voilà la seule chose que j'ai trouvée qui pouvait avoir un effet, et j'ai eu des effets. Alors surtout, ne m'envoyez pas, je ne fais pas de la pub pour ma technique, mais c'est celle qui me paraît la plus adaptée. Écoutez, bon, voilà ce que ça donne. Trouble de la concentration, trouble de la mémoire, abandon des activités, tout ça, c'est Internet. On va essayer de faire un truc. Vous allez essayer d'arrêter. Quoi qu'il se passe, vous ne touchez plus pendant 1 semaine. Oh. Puis après,
au bout d'une semaine, pour y aller sans arrêt, de longue, pour y passer votre vie. Et je veux faire une étude, je suis un petit peu bizarre, j'ai besoin de chercher à comprendre, je fais une étude là-dessus, je vois bien qu'on fait une étude là-dessus. Hein. Vous arrêtez pas une semaine, 5 jours même, des fois. Alors déjà, il n'y en a plus que 2 qui restent, hein, et sur les 2 qui vont embrayer le pas, il va y avoir, c'est pas anxiogène, vu que c'est comme si on vous demandait d'aller faire un truc qui vous ennuie, hein, par exemple, un truc qui ne sert à rien, aller faire un stage à la Sécu, par exemple, pendant, ou en général, je sais pas, pendant une semaine, vous savez qu'après, vous allez retrouver votre vie normale. Donc, ils savent que c'est pour leur bien, parce qu'ils sont quand même emmerdés. En fait, ceux qui restent, ce sont surtout ceux qui sont emmerdés. Ils découvrent un truc qu'ils ignorent complètement. Ils n'ont jamais entendu dire, ils découvrent un truc. Alors là, ceux qui reviennent, qui ne sont pas arrivés au bout de 5 jours, vous les voyez souvent au bout de 15 jours, mais ils vous disent que déjà au bout de 5 jours, il y a eu du changement. Voilà ce qui apparaît. Renaissance rapide, redécouverte de la liberté, de la richesse, d'un monde interne et externe, des sensations, des impressions, des images, des pensées, des investissements, des centres d'intérêt, des rêves nocturnes, des fantasmes, des sentiments et des passions. À partir de là, vous avez fait votre boulot. Et il n'y a plus rien à faire. Le sujet est informé. S'il veut continuer, il continue 5 jours de plus. Et puis 5 jours de plus. Puis 5 semaines de plus. Puis 5 mois de plus. Si il veut, s'il ne peut pas continuer, il a quand même fait l'expérience. Et il sait, il a enregistré qu'on ne peut plus dire des conneries. La seule chose, il y a une question qui m'était posée. Diapo. À une conférence que j'avais fait l'année passée. Voilà la question. Ça n'avait pas été une question, ça avait été une affirmation hostile à l'issue de cette conférence. Presque manu militari, hein, quelqu'un qui avait failli m'empoigner, je dirais. Et qui avait dit oui, mais c'est bon, l'outil est là, et ne partira plus. Il faut plutôt se poser la question de savoir comment l'utiliser. Grande prétention, que de s'imaginer qu'on est plus fort que l'outil. C'est l'outil qui nous dirige, c'est pas nous qui dirigeons l'outil. J'ai été un peu désemparé. Je ne me rappelle même plus si j'ai répondu. Je lui ai dit oui, je te crois, Benoît. J'étais désespéré d'avoir des réactions comme ça. Le public n'a pas adhéré. La satisfaction. Je crois que la réponse est celle-là. On ne peut utiliser à bon escient un outil, tout comme un médicament, je suis médecin, que si l'on sait comment il fonctionne et quels en sont les avantages, les effets secondaires et les dangers. Cela commence donc par arrêter de mentir à l'autre, de l'intoxiquer, fût-ce pour la supposée bonne cause, sauf si on y trouve bien sûr un intérêt personnel. À partir de là, c'est le sujet qui décidera. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si, j'ai été très long. 2 heures.